Bonjour et bienvenue dans cet épisode 3 de notre podcast Équilibre et influence des acides et des bases de notre santé. J'espère que vous allez bien et que l'épisode 1 et 2 vous ont plu. Dans cet épisode numéro 3, je vais vous expliquer le déséquilibre du pH sanguin, c'est-à-dire qu'on va comprendre ce qu'il se passe quand ce pH sanguin tourne mal. Un pH qui tourne mal, c'est quoi ? C'est-à-dire que le pH sanguin, lorsqu'il est supérieur à 7,45, il devient dans un état d'alcalose. Ça veut dire que le sang est trop alcalin. À l'inverse, quand le pH est inférieur à 7,35, le sang devient à un état d'acidose. Donc le sang est trop acide. On verra dans cet épisode que ces variations de pH sanguin sont d'origine soit respiratoire ou métabolique. Et nous verrons également que l'adaptation de l'organisme au changement de pH dépend de 3 mécanismes de régulation qui maintiennent l'équilibre du pH en régulant la quantité d'acide et de base dans notre organisme. Il existe un ordre chronologique de cette mise en œuvre de régulation. Dans un premier temps, je vous expliquerai le système tampon chimique. C'est un système qui arrive en première ligne de défense et qui réagit rapidement en neutralisant les variations de pH. C'est le premier système que le corps met en place de manière rapide et autonome pour combler les variations de ce pH. Le deuxième mécanisme, c'est la régulation respiratoire. C'est le système respiratoire qui va prendre le relais pour ajuster la fréquence et l'amplitude de notre respiration pour compenser l'acidose ou l'alcalose. Le troisième mécanisme, c'est le système urinaire qui va réguler de manière lente mais durable ces variations de ces acides et de ces bases en excès ou en déficit. Tous ces systèmes tampons physiologiques sont essentiels à la vie et on va les voir plus en détail dans cet épisode 3. Alors si cela vous intéresse, restez bien à l'écoute, on démarre maintenant. Les cellules vivantes sont extrêmement sensibles aux variations, même très légères, du pH de leur environnement. Les bases et les acides concentrés sont très nocifs pour les tissus vivants. C'est pourquoi l'homéostasie de l'équilibre acido-basique est rigoureusement réglée par les reins et les poumons ainsi que par des systèmes chimiques, faisant intervenir des protéines et d'autres types de molécules appelées tampons. Les tampons, ils s'opposent aux variations brusques du pH des liquides organiques en libérant des ions hydrogènes, c'est-à-dire qu'ils agissent comme des acides si le pH augmente et capturent des ions hydrogènes, donc se comportent comme des bases, si le pH diminue. Rappelez-vous, dans l'épisode 1, on a vu la notion de pH. Le pH est une mesure de la concentration d'ions hydrogène dans une solution. Le plasma sanguin, c'est comme une solution puisque c'est un liquide qui est dans notre corps. Ce plasma sanguin, il a une valeur, il a un pH qui est situé entre 7,35 et 7,45 pour qu'il soit normal et optimal pour la vie interne de notre corps. Rappelez-vous également que le pH, c'est une échelle graduée. Et dans une solution, si ce pH est de 7, cela veut dire que la réaction est neutre. Il y a autant d'acides que de bases. Et comme les bases neutralisent les acides, ce liquide sera neutre, c'est-à-dire qu'il sera ni acidifiant ni alcalinisant. Ensuite, si ce liquide a un pH qui augmente, ça veut dire que sa valeur est au-dessus de 7 et peut aller bien sûr jusqu'à 14, le liquide sera alcalin. À l'inverse, si le pH est plus bas et donc il est en dessous, sa valeur est en dessous de 7 et peut aller jusqu'à 0, ce liquide sera acide. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tout changement de la concentration des ions hydrogène dans un compartiment hydrique, donc du milieu biologique, là on fait référence à notre corps bien sûr, ça va déclencher des réactions chimiques, ça va déclencher les mécanismes de ces systèmes tampons afin de s'opposer aux fluctuations excessives du pH des liquides de notre corps. Alors ce mécanisme de tampon pour s'opposer aux variations du pH pourrait paraître simple. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe. Ces systèmes chimiques peuvent jouer ce rôle de tamponnage de ces variations parce qu'ils sont formés d'une paire.
incluant un acide faible et une base faible correspondante. Alors pour bien saisir le fonctionnement des systèmes tampons, vous devez parfaitement comprendre ce que sont les bases et les acides forts, ainsi que les bases et les acides faibles. Premièrement, il ne faut pas oublier que l'acidité d'une solution reflète seulement la concentration d'ions hydrogène libres, et non celle des ions hydrogène liés à des ions négatifs, puisqu'il y a des ions isolés et il y a des ions qui sont liés. Les acides qui se dissocient complètement et de façon irréversible dans l'eau sont appelés des acides forts parce qu'ils peuvent modifier très fortement le pH d'une solution. Par exemple, l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique sont des acides forts. Les acides qui ne se dissocient pas complètement, tels que l'acide carbonique et l'acide acétique, sont appelés les acides faibles. Et cette théorie s'applique également pour les bases. Les bases fortes sont celles qui se dissocient fortement dans l'eau et capturent rapidement les ions hydrogène chargés positivement. Les bases faibles, comme le bicarbonate de sodium, qu'on appelle également bicarbonate de soude, libèrent peu d'ions négatifs et n'acceptent qu'un petit nombre d'ions positifs. C'est pourquoi on considère que l'ion bicarbonate est une base faible. Elle s'ionise seulement de façon partielle et réversible dans les liquides. En somme, la notion des systèmes tampons chimiques sont assez complexes parce qu'il s'agit de manière théorique à des équations chimiques entre les acides faibles et les bases faibles et les acides forts et les bases fortes. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que si le pH sanguin augmente, par exemple lorsque le sang est rendu plus alcalin par ingestion excessive d'un antiacide, le corps va libérer des acides, alors forts ou faibles selon les variations, pour stabiliser l'alcalinité du pH sanguin. A l'inverse, si le pH commence à baisser, par exemple lorsque le sang est rendu plus acide suite à l'ingestion d'une grande quantité de médicaments acides comme l'aspirine, ce sont les bases, fortes ou faibles selon les variations, qui vont capter les ions positifs, donc les acides, de manière à stabiliser l'acidité. Donc ces variations de pH et de système tampon sont contrôlées et exprimées par deux forces opposées, de nature positive ou négative. Donc les molécules du monde de la matière sont formées d'atomes. Et ces atomes transportent de l'énergie, plus précisément de l'énergie électromagnétique, qui agit par polarité ou magnétisme dans notre corps. On va désormais voir la régulation respiratoire de l'équilibre acido-basique du sang, qui intervient quand le pH sanguin est supérieur à 7,45 et donc que le sang est en état d'alcalose, ou lorsque le pH sanguin est inférieur à 7,35 et donc que le sang est en état d'acidose. D'abord, sachez que le système respiratoire permet l'évacuation du CO2, donc du dioxyde de carbone, dans le sang, tout en le ravitaillant de dioxygène, donc de O2. Tout changement de la fréquence et de l'amplitude de la respiration va modifier l'équilibre acido-basique. Et cette variation, elle est liée à la concentration de CO2, donc de dioxyde de carbone, mais également de dioxygène et de ions hydrogène dans le sang. Je m'explique. Une personne en état d'alcalose respiratoire, c'est que son pH sanguin est supérieur à 7,4. Cette alcalose, elle est liée à une hyperventilation. Et cette hyperventilation, elle est souvent causée par un stress ou une douleur liée à une blessure ou une émotion forte comme l'anxiété, la peur ou une crise de panique. Ça peut être aussi une crise d'asthme ou un manque d'oxygène, par exemple en altitude, mais aussi à une maladie comme la tumeur cérébrale. Cet apport abondant d'oxygène par l'augmentation de la fréquence et de l'amplitude respiratoire, elle va chasser le CO2 hors du sang. En diminuant la concentration de CO2 dans le sang, on diminue la concentration d'ions hydrogène dans le sang qui correspond donc à l'acidité du sang. Et là, en l'occurrence, on parle d'acide carbonique par rapport au CO2. L'absence de CO2 augmente donc l'alcalinité du sang. À l'opposé, quand le pH sanguin est inférieur à 7,3, le sang est en état d'acidose respiratoire.
Alors pourquoi on nomme respiratoire? Parce que ce phénomène est lié à une hypoventilation. Et cette hypoventilation, elle est causée souvent par des symptômes ou des maladies du système respiratoire, telles que la pneumonie ou mucoviscidose, qui génèrent des mucosités, entravant l'échange gazeux dans les alvéoles pulmonaires, créant une absence d'oxygène dans le sang. Cette hypoventilation ou manque d'oxygène diminue la fréquence et l'amplitude respiratoire, ce qui augmente la concentration de CO2 dans le sang. On a vu que le plasma sanguin, c'était un liquide, il y avait de l'eau, H2O. Si on le mélange avec du CO2, la réaction chimique de ces deux molécules produit de l'H2CO3, qui est de l'acide carbonique. La libération de ces acides carboniques augmente donc la concentration d'ions hydrogène, rendant le pH sanguin davantage acide. Vous l'aurez compris, malgré qu'il soit considéré comme un déchet, le CO2 n'est pas un poison. C'est une molécule vitale qui garantit l'équilibre acido-basique. Et comme on le dit assez souvent, c'est la dose qui fait le poison. En somme, les déséquilibres acido-basiques respiratoires résultent de l'incapacité du système respiratoire à maintenir le pH. Aussi, sachez que c'est à travers les analyses de sang que vous trouverez l'indicateur PCO2 qui correspond à la pression partielle du dioxyde de carbone dans le sang artériel. Cet élément est le principal indice du fonctionnement du système respiratoire. Le troisième mécanisme de la régulation de l'équilibre acido-basique, c'est le système rénal qui l'effectue. Les reins sont les principaux organes responsables de l'équilibre acido-basique. Les reins font partie des organes émonctoires de notre corps. La notion d'émonctoire signifie que c'est un système qui permet l'élimination et la filtration du sang. Ceci afin d'équilibrer le niveau d'acide et de base selon les besoins. Le système urinaire est donc un mécanisme de régulation qui agit lentement mais durablement pour rétablir les déséquilibres de la concentration sanguine. À la différence du premier mécanisme qu'on a vu, donc les systèmes tampons chimiques, qui ont seulement la capacité de se lier temporairement aux acides et aux bases en excès. La limite de ce mécanisme, c'est qu'il ne peut pas éliminer les substances de l'organisme. C'est seulement les reins qui peuvent débarrasser l'organisme des acides non volatiles tels que l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide urique, l'acide lactique et les corps cétogènes, mais aussi des bases non volatiles telles que le glutamate, l'aspartame, etc., qui sont engendrées par le métabolisme cellulaire lié au régime alimentaire. La spécificité des reins, c'est qu'ils jouent un rôle essentiel en ajustant la quantité d'ions positifs correspondant aux acides et la quantité d'ions négatifs correspondant aux bases dans le sang, au moyen de l'un des mécanismes suivants. Le premier mécanisme, c'est que les reins ont la capacité de réabsorber ou de produire des ions négatifs, tels que les ions bicarbonate. Le deuxième mécanisme, c'est que les reins ont la capacité d'éliminer les acides et les bases par le biais de l'urine. On a vu que le sang pouvait être en acidose et en alcalose respiratoire. Il faut savoir également que le sang peut être en acidose ou alcalose métabolique. L'acidose métabolique, elle est due à l'accumulation d'acides non volatiles provenant de la dégradation des nutriments dans le sang ou à la perte d'ions bicarbonate, donc des ions négatifs. Ce phénomène, il est régulé par les reins. On va le voir comment dès maintenant. Lorsque le sang est en état d'acidose métabolique, cela veut dire que la concentration en ions hydrogène est inférieure à 7,3 et donc qu'il y a plus d'acide que de base. Les reins vont donc réagir de la manière suivante. La première, c'est d'éliminer l'excès de molécules acides dans les urines. Mais aussi, les reins vont augmenter la réabsorption de base, donc de ions bicarbonate, dans le sang, afin de neutraliser l'acidité. À l'opposé, lorsque le sang est en état d'alcalose métabolique, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'acide, de ions positifs, et qu'il y a plus de ions négatifs,
donc un excès de molécules basiques. Dans ce cas-là, les reins vont éliminer l'excès d'ion bicarbonate dans les urines pour diminuer l'effet tampon. Et cela provoque la réabsorption des ions hydrogènes, donc des acides, qui n'étaient pas libérés dans les urines, de manière à neutraliser l'alcalose dans le sang. Les déséquilibres acido-basiques métaboliques sont liés à une concentration d'ion bicarbonate inférieure à 22 mmol par litre ou supérieure à 26 mmol par litre dans le plasma sanguin. L'acidose métabolique peut être causée par exemple par une diarrhée grave, c'est-à-dire que les substances alcalines intestinales et pancréatiques riches en ion bicarbonate vont être éliminées par le tube digestif avant que les substances puissent être réabsorbées. On a également une deuxième cause qui est l'insuffisance rénale, c'est-à-dire que les reins sont en incapacité de se débarrasser des acides formés lors des processus métaboliques. Il y a aussi le diabète, donc quand la personne est en état d'hyperglycémie et qu'elle est non traitée, il y a un déficit insulinique ou une absence de réaction cellulaire à l'insuline qui entraîne l'incapacité d'utiliser le glucose. Les lipides deviennent donc la principale source d'énergie et l'acidocétose apparaît. On a aussi l'inanition, c'est-à-dire que c'est une insuffisance de nutriments pour alimenter les cellules. Les protéines et les réserves lipidiques deviennent des sources d'énergie qui produisent des substances acides lors de leur dégradation. L'acidose métabolique est générée également par l'ingestion excessive d'alcool ou d'acides tels que l'aspirine, donc par les médicaments, qui génèrent un excès d'acide dans le sang. Enfin, l'acidose métabolique peut aussi être entraînée par une accumulation d'acide lactique pendant un exercice prolongé et intense, souvent en anaérobie, qui est lié à une quantité insuffisante d'oxygène dans le sang. L'alcalose métabolique, même si elle est rare, elle peut être causée par des vomissements, certains diurétiques excessifs, l'ingestion excessive de bicarbonate de sodium, qui est un antiacide, ou de médicaments alcalins, etc. Les déséquilibres ou les anomalies de l'équilibre acido-basique sont donc dites métaboliques ou respiratoires. Pour rappel, l'acidose respiratoire est due à la rétention de CO2, de dioxyde de carbone. L'alcalose respiratoire est présente lorsque l'élimination du CO2 est plus rapide que sa production. L'acidose métabolique est due à l'accumulation d'acides non volatiles provenant de la dégradation des nutriments dans le sang ou à la perte de ions bicarbonate. Et l'alcalose métabolique est liée à une concentration excessive d'ions bicarbonate. Alors comment on détermine si la cause de l'acidose ou de l'alcalose est respiratoire ou métabolique ? En fait, c'est grâce à l'aide des dosages sanguins. Sur ces analyses de sang, on peut avoir des valeurs donc de pH qui déterminent si c'est une acidose ou une alcalose et des valeurs de la pression partielle du dioxyde de carbone dans le sang. Si la pression partielle du dioxyde de carbone est en dehors de ses valeurs normales, c'est-à-dire en dessous de 35 ou au-dessus de 45, bien que l'acidose ou l'alcalose est d'origine respiratoire ou que le système respiratoire est en voie de le compenser. Il y a aussi la valeur de la concentration d'ion bicarbonate. Si celle-ci est inférieure à 22 mmol par litre ou supérieure à 26 mmol par litre, cela indique un déséquilibre acido-basique d'origine métabolique. Les reins et les poumons sont en interaction fonctionnelle pour maintenir l'équilibre acido-basique. Quand l'un des deux mécanismes de régulation des acides et des bases est inefficace, l'autre compense. C'est-à-dire que le système respiratoire va par exemple compenser les déséquilibres métaboliques par la modification de la fréquence et de l'amplitude respiratoire. Le système rénal, lui, compense, mais beaucoup plus lentement, les déséquilibres dus à une maladie respiratoire. Celle-ci va agir en modifiant la concentration sanguine et urinaire des ions bicarbonate et des ions hydrogène. Pour conclure cet épisode, sachez que l'importance de l'équilibre acido-basique ou l'homéostasie du pH sanguin est très importante. Pourquoi ? Parce que les limites absolues du pH compatibles avec la vie sont entre 6,8 et 7,8.
En dessous de 6,8, le sang est en acidose extrême. L'activité du système nerveux central est si réduite que le coma survient et que la mort suit peu après. À l'opposé, une augmentation du pH sanguin au-dessus de 7,8, donc se trouve en alcalose extrême, cause une surexcitation du système nerveux qui se traduit par la tétanie, la nervosité extrême et les convulsions. De la même façon, la mort est souvent consécutive par l'arrêt de la respiration. L'épisode numéro 3 est désormais terminé. Vous avez donc pu comprendre les déséquilibres du pH et comment le corps s'adapte aux variations à travers les 3 mécanismes de régulation. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode numéro 4 afin de vous donner des préventions santé. Je vous donnerai des conseils et outils de naturopathie afin de rééquilibrer ou de maintenir l'équilibre acido-basique de votre corps. À très bientôt, prenez soin de vous.